Oui, bonjour, petite fougère de YouTube. Alors, on n'est pas du tout sur le format que j'ai fait depuis 2 ans, à savoir que du jeu vidéo. On est sur un format lecture incroyable. Je reprends les lectures. Potentiellement, cette VOD ne sera jamais publiée. Peut-être. Qui sait. Mais dans le doute, on s'est dit, allez, on record. Peut-être que... Aujourd'hui, on va faire une petite lecture, une lecture d'un article qui a été fait par le collectif antivalidiste Strasbourg suite à un entretien avec une députée Europe Écologie Les Verts, Sandra Rigol, qui a été publié sur le club Mediapart. Il y aura évidemment le lien qui sera posé sur la description si je n'oublie pas. Cet entretien va porter donc sur des questions, comme le nom du collectif le montre, de validisme et donc d'antivalidisme. Dans le contexte où il y a une loi aide à mourir qui a été votée et qui est vraiment un très gros problème, vraiment un très gros problème, et que on va voir que malheureusement au cours de l'entretien, on comprend très vite aussi comment ça peut être voté et à quel point le validisme en fait est infusé à tous les niveaux et que c'est vraiment un très très gros problème. Donc on va discuter de tout ça. Le billet de blog a été publié le 22 mars, sachant que là nous sommes le 24, donc il y a 2 jours. En soi, moi je l'ai lu et je l'ai trouvé plus que pertinent, extrêmement rageant, agaçant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, comme l'a dit Jean-Mi dans le chat, si vous vous sentez pas bien, c'est ok, n'hésitez pas à ne pas écouter si ça vous trigger, parce que notamment vous êtes une personne handicapée comme moi et que vous en bouffez plein la gueule comme moi. Voilà, potentiellement c'est le genre de sujet qui va pas vous mettre bien en fait. Donc voilà. C'est ok de se protéger, c'est ok de juste dire non c'est trop. Surtout que là globalement on va un petit peu câbler parce qu'on va entendre, vous allez m'entendre moi, mais ce sont donc ce qui s'est passé dans l'entretien avec Sandra Rigol. Sandra Rigol est hors sol, elle est juste validiste as fuck et vraiment il y a des trucs qui sont extrêmement rageants. Moi d'ailleurs je vous le place tout de suite, mais un des trucs les plus rageants que j'ai lu là-dedans, c'est qu'à un moment en fait on lui demande: mais est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ce que vous racontez? Est-ce que vous savez combien de personnes ont l'envie de mettre fin à leur jour? Dans quel contexte? Etc. Et en fait, la députée ne sait pas. La députée n'a aucun chiffre, elle n'en a aucune idée. Elle part du principe que... Et quand on vient lui apporter les chiffres, notamment le fait que quand vous avez accès à des putains de soins, et notamment des soins palliatifs, vous ne demandez pas à mourir. Vous n'avez pas envie de mourir si vous êtes pris en charge. Qu'on lui porte ça devant les yeux, la seule réponse que la députée est capable de sortir, c'est, comme une putain de connasse que c'est: ah mais si vous avez raison, c'est un très gros problème, mais si j'ai raison moi, alors c'est une avancée. C'est-à-dire que la meuf, elle a aucune donnée, elle a rien, à part le fait qu'elle y croit TKT. On lui apporte les chiffres, mais elle part du principe que, non mais on peut pas vraiment être sûr que vous avez raison. Et puis en vrai, si j'avais raison, oui, c'est vraiment si c'est vrai, c'est très grave et 10 premier degré. Et vraiment, rien ne va. Mais ça c'est vraiment le truc qui m'a fait monter en tension très fort. Vraiment très fort. C'est la phrase où j'ai câblé dessus. Mais il n'y a pas que ça. Parce que comme l'a rappelé d'ailleurs Ardine sur le canal des Fosses de la Colère, parce que du coup je l'ai posté... Non, c'est pas moi qui l'ai posté celui-là. Ça, c'est Freya qui l'avait posté. Mais j'ai réagi parce que moi, je l'ai lu ce matin. Et du coup, quand je l'ai vu poster, j'ai réagi direct en mode « Ah, ça m'énerve !» Et Ardine a repris et elle a stipulé un autre truc qui est assez abusé. C'est que l'article va commencer avec un point en particulier, à savoir... Alors, c'est vrai, on n'a pas prévu d'accès PMR, mais attendez, on va tenter un truc. Ah bah non, ça marche pas. Bon bah tant pis, on va se débrouiller. Et en vrai, rien que le fait que l'article commence comme ça, tu vas voir une putain de députée. La députée a rien prévu pour laisser venir des gens discuter avec elle, pour accéder à elle quand les personnes sont handicapées. Elle te dit TKT, je vais trouver une solution, et son truc ne marche pas. C'est tellement, mais le... Comment dire, Ardine, elle a dit c'est le foreshadowing, et c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment le... Tiens, ça va tout montrer à l'avance, quoi. C'est vraiment le... Voilà, ça commence comme ça, bah ça peut finir que comme ça aussi, quoi, à un moment donné. Et vraiment, c'est rageant. C'est rageant. Bref. Ceci étant,
On est parti pour la lecture donc. Aide à mourir, notre rencontre avec une députée Europe Écologie Les Verts révèle le vrai clivage. Le 25 février 2026, la loi Aide à mourir était adoptée. Sandra Régol, députée Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin, a voté pour et a accepté de nous rencontrer, ce que peu d'élus favorables au texte ont fait avec le mouvement antivalidiste. D'ailleurs, ça, c'est un point qui est extrêmement pertinent à mettre en avant. Énormément de personnes ont tenté, du côté des mouvements antivalidistes, de rencontrer les personnes qui ont voté ces lois-là, d'aller voir les élus pour leur dire « Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Rendez-vous compte des données, en fait, à un moment donné, juste écoutez ce qu'on vous dit. » Et les élus refusent. À l'heure actuelle, il faut savoir que on continue d'avoir de la part du monde politique et même d'un certain nombre de, entre guillemets, militants de gauche, etc., le retour. C'était quoi ce bruit ? Il y a eu un bruit chelou. C'était quoi ? What the fuck ? C'était pas la musique. C'était pas la musique et j'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a eu un bruit chelou. Bah une notif de quoi ? J'ai rien qui fait des notifs normalement. What the fuck ? J'ai pas grand chose qui fait des notifs et le plus frustrant... ouais, une espèce de mouche là. Oh si, je sais. Samy, c'est toi. Voilà, j'ai dit Samy, c'est toi. Strictement jamais personne ne fait de réaction sur Mastodonte. Et je pense que c'est la première fois que j'entends le bruit d'un repouette sur Mastodonte. Je pense que c'est le bruit de la notif de Mastodonte. Et vraiment, hein, je pense que c'est la première fois que j'entends ce bruit-là, parce que j'ai jamais aucune activité dessus. Mais pour moi, c'était tellement pas possible que ce soit ça, parce que bah, ça n'arrive jamais, que j'ai pas... Mais ouais, non, je dois avoir les notifs activés là-dessus, parce que en fait, tous les autres trucs, j'entends un bruit, ça me saoule, et je vais le désactiver. Ça, j'ai tellement jamais de réaction que je l'ai jamais entendu, donc ça m'a jamais saoulé, donc je suis jamais allé les désactiver. Anyway, autant pour moi. Du coup, c'est effectivement un bruit de notif. Ça m'a surpris. J'étais en mode what the fuck. Ensuite, j'ai vu Raziel. Normalement, si. C'est juste que j'ai pas fait de lecture depuis 2 ans. À peu près. Magie! Bon, par contre, on a le message d'alerte de Twitch qui est planté au milieu, donc je désactive totalement les trucs, et puis voilà, de toute façon, les alertes sont cassées, donc voilà. Tapis. Je suis désolé, je ne sais pas comment le mettre en mode sombre, donc vous allez avoir les yeux qui vont briller en blanc. Yay! C'est le militant Nicolas Debrick qui disait que les collectifs antivalidistes se faisaient ignorer. Oui, complètement. En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans tout ce qui se fait d'un point de vue politique, le seul cas où vous avez des échanges qui se font entre les élus et entre guillemets, très entre guillemets, les personnes handicapées, c'est en fait avec les associations gestionnaires. Et ce qui est rigolo avec les associations gestionnaires, c'est qu'en général, c'est pas les personnes handicapées. C'est leur entourage. Et oui, ça change drastiquement quelque chose. Vraiment, vraiment, drastiquement. J'ai le mode lecture. Quoi ? Dans la barre de recherche URL. Oh. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Freya, je t'aime. Enfin, je savais déjà que je t'aimais, mais je t'aime encore plus. Freya, fais ça plus souvent. Oh. Oh, c'est trop bien. Mes yeux te remercient. Ils apprécient beaucoup. Mes yeux remercient la formidable personne qui avait mentionné l'extension Dark Reader dans un chat, je sais plus qui. Dark Reader, je crois que je l'avais un temps, parce que ça me dit quelque chose, mais je crois que je l'ai plus depuis. Nonobstant, je reprends. Donc, ça c'est un des premiers problèmes, c'est que quand les élus reçoivent des personnes handies, en fait ils reçoivent pas des personnes handies, ils reçoivent des associations gestionnaires d'handies, et c'est très différent, et c'est un très gros problème.
parce que du coup ce sont les familles, l'entourage, etc. Et en fait ce sont des gens qui n'ont absolument aucun problème à faire un certain nombre de réflexions, qui sont des réflexions validistes, eugénistes, parce que vous comprenez, ils souffrent à devoir s'occuper de ce pauvre poids qui est l'handicapé. Hein, voilà, c'est ce genre de retour qu'on a. Bref. Et de l'autre côté, tous les discours anti-validistes, donc qui sont faits par des personnes handies, eh ben c'est simple, c'est très très simple. On est vu comme les espèces de connards de religieux intégristes qui refusent qui refusent le progrès, etc. Parce que on est des intégristes religieux. Est-ce que ça a un putain de sens? Non, absolument pas. Mais dans leur tête, si, apparemment. Dans leur tête, si, apparemment. Donc ça fait que, globalement, strictement jamais, ou presque, les personnes qui font des collectifs antivalidistes, et qui sont des personnes handies donc, sont reçues de près ou de loin par des personnes élues. Ça n'arrive juste quasiment jamais. Voilà, on en est là. Parce qu'encore une fois, soit d'un côté, les seuls interlocuteurs que les députés ont, que les élus ont, c'est des putains d'associations gestionnaires, donc encore une fois, l'entourage des personnes handicapées, mais pas les handicapés en général. Ou alors de l'autre côté, juste les personnes antivalidistes sont vues comme des fanatiques religieux intégristes, que du coup on n'écoute pas, parce que par principe, c'est des fanatiques religieux intégristes, donc on ne les écoute pas. Alors que ça n'a rien à voir, et qu'un certain nombre ne sont en plus même pas spécialement religieux ou quoi que ce soit, mais bref. Voilà, on est juste mis dans un énorme panier où c'est en mode, en fait, on s'en fout. Et ça aussi, ça fait partie du validisme, hein, de dénigrer absolument constamment, à tous les niveaux, notre parole, de manière constante. On en est là. D'ailleurs, au passage, moi, je me permets de vous redire un autre truc. Là, actuellement, j'ai fait des démarches pour avoir l'âge dans ma région. C'est rigolo, parce que j'ai fait donc une première fois les démarches, et on m'a répondu non. Alors, on estime que vous êtes handicapé, entre 50 et 80% invalide, mais alors que nous constatons de très grandes difficultés dans la vie de tous les jours, dans votre vie sociale, dans votre capacité à pourvoir à vos besoins quotidiens, nous estimons que vous n'avez aucune difficulté à avoir un emploi. Ok. Donc ça, c'est la première réponse que j'ai obtenue. Ensuite, j'ai fait un appel. Et alors l'appel. Ah, l'appel. J'ai le courrier devant moi. Je vais vous lire le courrier devant moi, en évidemment ne vous donnant pas des informations privées. Voilà. Mais vous allez voir, ça, c'est encore plus rigolo. Le passage le plus rigolo, c'est la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale, mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ça, c'est rigolo. C'est-à-dire que dans leur avis à l'appel, bah finalement, j'ai plus qu'un problème dans la vie sociale. C'est tout. Finalement, tout le reste va bien. Et ça, c'est un des deux courriers, parce qu'il y en a deux. Et dans le deuxième, ils ont fait encore un level up au-dessus. C'est ça qu'on aime aussi dans le validisme. C'est... À quel endroit qu'ils me l'ont dit? Que je vous retrouve la phrase parce qu'elle est incroyable. Ils m'ont sorti grosso merdo que j'ai pas d'handicap physique. Et ça, j'avoue qu'il fallait oser la faire. Ça, je pense que quand même, c'était un truc. Il me semblait que c'était dans celui-là de courrier. Paf. Ah, c'est peut-être de ce côté-là. C'est peut-être dans le mail en vrai qu'ils m'ont dit alors du coup, je sais plus. Mais en gros, à un moment donné, ils m'ont quand même sorti j'ai pas d'handicap physique. Voilà, j'ai une maladie génétique incurable. J'ai 4 certificats médicaux différents faits par 4 médecins différents qui chacun gère un aspect différent de ma vie. J'ai un dossier qui fait beaucoup trop de pages. J'ai des tremblements et des tétanies tous les jours. J'ai constamment mal physiquement, etc. Mais je n'ai pas d'handicap physique. Et c'est marrant parce que leur avis sur le retour, sur l'appel à la première décision, est du coup même pas cohérent avec leur première décision. Voilà, c'est ça le validisme de l'État. Hein. Au passage, on en est là-dessus, quoi.
Peut-être que grâce à LE, t'es guéri et tu ne le sais pas, soutien. Ouais, bah, c'est la magie. Après, ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont rigolos parce que, par contre, j'ai le statut RQTH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Donc, c'est-à-dire que l'État me dit « Ah oui, c'est vrai, vous êtes handicapé !» Surtout qu'encore une fois, même dans l'avis qui a été rendu sur l'appel, ils estiment que je suis handicapé et ils estiment que je suis invalide entre 50 et 80%. Mais TKT, ça va. TKT, ça va. Bref. Anyway. Donc bref, c'est ça nos échanges avec l'État, c'est ça nos échanges quand on est handicapé avec toute cette structure. C'est ça. Donc ça c'est déjà, moi je vous place cet élément-là, on va dire, avant d'un peu entamer la lecture plus profondément. Donc, je vous avais lu jusqu'au fait que globalement, on n'était pas trop reçu quand on est dans des collectifs. Le collectif antivalidiste Strasbourg a envoyé à l'ensemble des députés de gauche un mail les appelant à voter contre la loi Aide à mourir, adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 25 février 2026. Sandra Rigol nous a répondu en proposant une rencontre le 11 mars. Nous avons décidé d'y aller, sachant qu'elle avait voté pour la loi et allait la défendre, afin d'écouter ses arguments et surtout ses réponses aux nôtres, jamais débattues à l'Assemblée. Donc là, je vous rappelle encore une fois, parce que ça là, c'est important de l'entendre, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Les militants antivalidistes, donc les gens comme moi, Andy, comme Bibi aussi d'ailleurs, coucou Bibi et merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement, comme plein d'autres gens qui gueulons, qui nous essoufflons constamment, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Juste à un moment donné, on vote ça à l'Assemblée Générale, ce qu'on dit, comment on le dit, pourquoi on le dit, n'est pas entendu, jamais. Pendant la loi, ça n'est juste pas entendu, pas échangé. Les gens votent en ayant rien à foutre de ce qu'on raconte. Jamais. De manière systématique. Donc bref. 2 membres du collectif étaient présents. La réunion a duré environ 1h15. Elle était cordiale, mais sans concession de part et d'autre. Alors, d'un côté, je me doute bien, parce que on les connaît les arguments, parce que ça aussi c'est un autre truc, c'est que systématiquement on nous dit « Non mais vous savez pas ». Et vraiment, je pense que toutes les personnes handy qui sont un minimum dans ces mouvements-là, on a toujours les yeux qui se lèvent au ciel, quoi. Enfin, genre vraiment, vous êtes pas informé. Enfin, littéralement, c'est ce qu'on vit chaque jour. Genre, on peut pas ne pas être informé au bout d'un moment parce que nous, on n'a pas le choix, en fait. Enfin, je veux dire, c'est notre réalité. On vit avec constamment. On sait ce qu'on subit, en fait. On le voit, on l'entend, on le vit. Et vraiment, à l'aide. Donc, ça m'étonne pas qu'un des deux côtés, effectivement, soit sans concession. Et malheureusement, ça m'étonne pas non plus que de l'autre côté soit sans concession, parce qu'en face, les validistes sont toujours validistes. Ils vont jamais se remettre en question. Pourquoi se remettre en question? Puis ça demande des efforts, là. Ça demande d'écouter. Non, on va pas faire ça. Alors, là, on tombe sur le premier truc que je vous ai dit. Première remarque, l'accessibilité à la permanence. La permanence était inaccessible aux personnes ayant une mobilité réduite, notamment en fauteuil roulant. Rez-de-chaussée surélevé, marche de seuil à l'entrée, 5 marches à l'intérieur. L'équipe parlementaire avait prévu des rampes recouvrant ces 5 marches, les transformant en une pente d'environ 45 degrés. L'équipe nous a confirmé que c'était la première fois qu'elle recevrait une personne en fauteuil roulant. Peut-être qu'il faut se demander pourquoi du coup. Parce qu'effectivement, s'il n'y a rien de prévu, je pense que ça motive pas énormément les gens à venir. Et ça d'ailleurs, ça fait aussi partie du validisme, hein, au passage. Parce que c'est un truc qu'on entend souvent, ça, encore une fois. Quand on a une mobilité réduite, ce qui, heureusement, n'est pas trop mon cas, même si je vais pas trop tarder, a priori, à avoir une canne pour m'aider dans mes déplacements, mais ça, c'est encore un autre débat. Le fait est que, à un moment donné, comme il n'y a rien qui est prévu nulle part, jamais pour nous, pourquoi vous croyez qu'on viendrait, en fait ? Puisque de toute façon, on sait qu'on va en chier constamment tout le long du chemin, encore plus, parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Bon, on va pas venir, on va faire autre chose. Et puis voilà. Et ça se passe systématiquement comme ça. Et ça permet de justifier derrière le fait de dire « Ah bah on va pas mettre d'effort, parce que regardez, de toute façon, il n'y a jamais d'Andy qui vient. » Bah c'est normal, hein. On vient pas, on peut pas. Connard. Bref. Oui, voilà, c'est ça, on a une députée qui respecte pas la loi et qu'elle est censée pourtant défendre, hein, mais ça, c'est que le début, hein, Bibi. Il y aura d'autres trucs dans l'article qui vont être... Bref.
Bref. Vraiment, le plaisir. Donc, l'équipe nous a confirmé que c'était la première fois qu'elle recevait une personne en fauteuil roulant et a constaté en direct que son dispositif ne fonctionnait pas, tout en étant visiblement convaincu jusqu'alors du contraire. Jure. Une poussette ou un déambulateur ne serait pas plus passé. Voilà, donc là, littéralement, ce qui est marrant, c'est que, en fait, on n'a jamais rien mis en pratique. Donc, on ne sait pas si ça marche, mais on part du principe que oui, parce qu'on est trop fort, on sait, parce qu'on est tous des valides, donc on sait très très bien comment ça marche pour des personnes qui sont pas valides, bien sûr, parce qu'on a vachement bossé le sujet. Donc le jour où ça arrive enfin, oh bah merde, ça marche pas, pourtant on était sûr que ça marchait, ça devrait marcher. Ok. 45 degrés, bah oui, t'as pas de moteur toi? Ah, moi j'ai installé un moteur, hein, avec un petit rétrofusée, ça m'aide, c'est vachement bien. À l'aide quoi, non mais vraiment sans déconner. Bref. Deuxième remarque, évidemment, les masques pour changer. En nous voyant arriver avec des masques FFP2, la députée nous a demandé si nous souhaitions qu'elle en porte. Oui. Oui, enfin genre tout le temps en fait, bande de glands, ça devrait même pas être une question. Mais pareil, hein. Pourquoi faire un minimum d'effort? Pourquoi? Réponse positive, nous lui en fournissons un. Bah parce que de manière pas surprenante, elle en a pas. Je veux dire, non seulement elle en met pas, mais elle en a pas, elle en a même pas en stock. Pourquoi faire, voyons? Elle s'interroge alors, à voix haute, sur la vraie nécessité de la chose, puisque vous portez des FFP2, vous êtes protégé. Et là, on tombe effectivement sur un truc qui est important à savoir. C'est que, oui, le FFP2 sert aussi à te protéger parce qu'il filtre, c'est vrai. Mais plus il y a des personnes qui en mettent, moins il y a de risques. Parce qu'en fait, moins il y a de trucs qui circulent, dans tous les cas. C'est pas une protection à 100%. Vous n'êtes pas dans un espace sous vide. Et d'ailleurs, en tant mieux, hein, parce que si vous étiez sur un espace sous vide, vous allez manquer d'air. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Et le truc, en fait, c'est que ça montre toujours que les valides partent du principe que mais elles sont immortelles, et elles vont bien, et elles sont en bon état, et elles sont en bonne santé, et elles sont pas des faibles, et elles vont pas tomber, elles. Voyons, et elles en ont pas besoin. Sauf que vous êtes valide que jusqu'au moment où vous l'êtes plus, hein. Qu'on soit d'accord. Vous êtes à un accident, vous êtes à une maladie de plus l'être. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont commencé à se former un minimum, là, il y a pas très longtemps, que, en fait, ça tombe vite le handicap. C'est marrant, c'est les gens qui se sont chopés les Covid et qui du coup derrière ont chopé des Covid longs et qui du coup aujourd'hui connaissent les mêmes choses que nous. Nous qui sommes handicapés parce que de naissance on a une maladie, parce que malheureusement on n'a pas eu de bol au tirage de cartes, on n'a pas eu spécialement d'accidents. Ou des gens qui ont eu des accidents il y a déjà un bon moment et qui du coup sont handicapés depuis. Mais là il y a plein de gens qui depuis la pandémie se rendent compte que merde en fait, on n'est pas immortel. Merde en fait, c'est pas parce qu'on est valide qu'on va le rester. Oh zut. Mais ce qui est marrant, c'est que par contre les valides en face, ils continuent. Ah, tant que ça tape pas trop, c'est que ça va. C'est le problème des autres, c'est le problème des fragiles. N'est-ce pas? Et ça c'est systématique en fait, hein. C'est systématique, c'est constant, tout le temps. Je rappelle que les corps valides sont éphémères. Bah oui. Mais il faudrait pas trop y penser, voyons. Sinon, ça voudrait dire que peut-être qu'il faudrait mettre des trucs en place. Quelle idée. Et évidemment aussi, comme le dit Samy, ça montre que c'est toujours aux personnes les plus fragiles de prendre des dispositions, systématiquement. C'est jamais les personnes valides qui vont faire le moindre petit effort. Jamais. Hein? Et oui, et combien ont eu leurs conditions de vie qui se sont dégradées parce que plusieurs Covid, etc. Mais bref. Même logique que les gens qui nous disent de faire un drive pour pas emmerder les valides avec nos CMI priorité. Oui, complètement. Mais moi, de toute façon, quand je fais les courses, je suis une des seules personnes qui a un masque. Et je me prends des remarques quasi systématiques. Et quand je me prends pas des remarques, je me prends des regards. Là, c'était il y a 1 an, je suis allé faire des courses et il y a une meuf qui m'a regardé et qui m'a dit bien fort ah, vous savez, le Covid, c'est fini, hein. Alors tu rigoles là-dessus, lampe d'anard, mais littéralement c'est ce qu'on me sort ici. Bon après, moi je replace quand même le contexte. Alors on a une montée d'extrême droite et de fascisme dans le monde, c'est un constat et c'est une évidence.
Je dois vous avouer que mon coin est quand même particulièrement facho et depuis très longtemps. Vraiment, c'est pas nouveau, on va dire, même si je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont radicalisées, hein, comme le reste du pays et comme le reste du monde. Mais je veux dire, il y a toujours eu un bassin très fertile ici. Donc c'est malheureusement des choses que j'ai déjà vécues depuis très longtemps ici, que je vois de manière très récurrente ici. Vraiment, c'est constant que les gens sont des sales merdes, conservatrices, validistes, etc. Ici, c'est vraiment constant, quoi. Donc je suis usé de ça aussi, et je pense que c'est pour ça aussi que ça va me faire du bien de déménager dans pas longtemps, parce que à l'aide, quoi, à l'aide. Même si ça va pas forcément tellement mieux ailleurs, mais quel enfer. Coucou Disto, j'espère que ça va aussi bien que possible dans cette belle journée. Donc, cette remarque illustre d'emblée un fil rouge de l'échange. Sandra Régold ne se considère ni comme une personne à risque, ni comme un maillon potentiel du chaîne de transmission. Et ça c'est un aspect que j'ai pas encore parlé, mais qui est très important. Les personnes valides, systématiquement, estiment que non seulement elles ne sont pas en danger, mais qu'elles ne mettent pas en danger. Le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est le fragile. Le problème, c'est le malade. C'est jamais la personne valide. Parce que bien sûr, il n'y a jamais de maladie asymptomatique. Bien sûr, n'est-ce pas? C'est pas comme si c'était documenté, n'est-ce pas? Et pour celles qui ne savent pas, une maladie asymptomatique, c'est quand vous êtes malade, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas de symptômes. Vous n'en produisez pas. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut porter la maladie et la répandre. Au contraire. Et ça, c'est constant. Mais même au-delà de ça, faut capter un autre truc. Vous pouvez porter la maladie sur vous, sur vos vêtements, parce que, admettons, c'est des sports, etc. Et ne pas être malade. Littéralement, non seulement ne pas être, on va dire, sans symptômes, mais littéralement, vous pouvez être quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui avait sur vous des éléments qui peuvent transmettre la maladie. Ça existe, en fait. Parce que si à un moment donné, vous avez des maladies qui se transmettent, c'est parce qu'elles ont plein de moyens de se transmettre différents. Plein. Et elles n'ont pas forcément besoin, de manière systématique, d'avoir un individu qui a la maladie, qui va vous tousser à la gueule pour le transmettre. À des moments, juste, il y a des choses qui sont aéroportées et des choses qui se mettent sur les surfaces. Aussi con que ça. C'est d'ailleurs une chose incroyable, c'est pour ça qu'on apprend à se laver les mains normalement. On se lave les mains parce que des fois, vous n'êtes pas malade, mais vos mains contiennent des germes. Bordel de cul. Donc en fait, on se lave les mains, on fait attention pour ne pas transmettre ces putains de germes, pour ne pas tomber malade ou ne pas faire tomber malade. Ça aussi, ça existe. Et le truc, c'est que dans la vision validiste, ça n'existe pas. Alors qu'il y a des données scientifiques qui sont quand même un petit peu vieilles, hein. Je veux dire, c'est pas nouveau quand même, qu'on a fait des recherches sur comment ça fonctionne, tout ça. On le sait comment ça se transmet, les maladies. On le sait comment ça marche, en fait, à plein de niveaux. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas dans les maladies, mais parce qu'on continue à chercher, parce qu'on découvre de nouvelles maladies, etc. Mais je veux dire, il y a quand même un certain nombre de principes de base. On les a, on les connaît. C'est pas nouveau, c'est pas récent, c'est pas un truc qui est apparu de nulle part, là, il y a 2 jours. Non, clairement pas. Mais dans la vision validiste, c'est jamais eux le problème. Ils peuvent pas le transmettre, voyons. Ils sont valides. Ils sont en bonne santé. Si quelqu'un tombe malade, c'est sa faute. Il avait qu'à être plus solide. Puis il avait qu'à faire attention d'abord. Voyons, faut pas non plus faire des efforts pour les autres. Oh. Quoi, on a plus de chance, nous? On a plus de force, on a plus de ressources? Oui, tant mieux. C'est leur faute. Ils avaient qu'à faire plus d'efforts. Être moins malade. Ça aussi, on nous l'a dit. Hein. Ça aussi, on le voit passer. Hein. Moi, quand même, je l'ai vécu, ça. Encore une fois, c'est pas un truc qui est spécifique à ma personne. Je veux dire, c'est pas parce que moi, j'ai juste eu pas de bol et c'est tout. Non, toutes les personnes qui sont handi, on l'a vécu à un moment ou à un autre. On le sait, on les entend, les personnes qui nous regardent droit dans les yeux et qui nous disent « Oui, t'es malade, mais tu pourrais faire un effort. » Oh bah oui, tiens, je vais faire un effort. Écoutez, quand j'ai une crise de tremblement ou de tétanie, je vais regarder mes muscles et je vais leur dire « Stop, vous arrêtez. Vous vous retenez tout de suite. Allez, on repart au boulot. » J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire et puis surtout, ça marche comme ça, quoi. Vraiment, TKT, quoi. C'est une question de volonté. Si jamais vous posez la question, oui, je suis trigger par le validisme. Pour des raisons évidentes. Désolé, hein, je m'énerve, mais en même temps, c'est des trucs qu'on vit tellement constamment tout le temps que ça me trigger. Voilà, je vous avoue que ça fait partie des trucs qui me trigger. Je reprends. Elle résonne sur les corps des autres, pas sur le sien, comme potentiellement concerné.
Ce rapport extérieur au corps malade ou vulnérable se retrouvera tout au long de la discussion. Oui, corollaire, tu fais semblant, tu en fais trop, chochotte. Ça aussi, on me l'a sorti parce que moi, il s'avère que, entre guillemets, j'ai de la chance, on va dire, parce que ma maladie fait que j'ai un handicap qui est un handicap invisible. C'est-à-dire que physiquement, quand vous me regardez, j'ai l'air juste d'être un être humain comme un autre. J'ai pas un membre manquant, j'ai pas spécialement d'éléments physiques qui permettent de voir, en fait, du premier coup d'œil que je suis quelqu'un d'handicapé. Et donc, il faut savoir que les handicaps invisibles, on se prend tout le temps ces remarques-là. C'est systématique, non mais tu fais semblant, t'en fais trop, etc. C'est systématique parce que si vous manque un membre ou quoi, bon bah ça se voit, donc on peut pas nier en fait que vous êtes handicapé. Vous voyez, à un moment donné, même les validistes, plus validistes du monde, bon, voilà, ils voient que t'es manchot, admettons, ils voient que t'es aveugle, etc. Il va pas te dire tu fais semblant. Enfin, il voit bien qu'il manque un membre, il voit bien que tu peux pas voir, etc. Ok. Mais par contre, si globalement t'as tous tes membres, t'as pas spécialement de blessures, t'as pas de stigmate, quoi que ce soit qui apparaît, non, bah c'est que tu fais exprès. C'est que tu mens. C'est parce que tu veux avoir la vie facile ou je ne sais pas quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est un handicap invisible, la dépression, typiquement. Et là-dessus, effectivement, c'est le genre de truc qu'on se prend, c'est t'as pas l'air dépressif. Ah bon, bah si j'ai pas l'air dépressif, écoute. Très bien. Très bien. Moi, j'en connais des personnes qui, malheureusement, se sont suicidées. Jusqu'au dernier jour, je les voyais sourire. Parce que c'est ça qu'on fait, en fait, quand on va pas bien, quand on est dépressif. Beaucoup, on masque. Parce qu'on est obligé de masquer. Parce que de toute façon, si on masque pas, on nous abandonne, on nous laisse crever dans un coin. Donc en fait, oui, on masque constamment. On sourit, on dit que ça va. On dit qu'on fait aller. On dit que ça ira mieux demain. Et on continue. Jusqu'au moment où on peut plus continuer. Et c'est constant ça en fait. Donc bien sûr, on n'a pas l'air dépressif. En même temps, c'est quoi avoir l'air dépressif? En fait, il y a un air dépressif? Ouais, voilà. Je vois que Samy trigger sur le même truc que moi. C'est quoi l'air dépressif? Non mais voilà, c'est ça le truc. Ouais, ok, très bien. Nick, la collègue qui vient bosser avec le Covid et sans masque, et qui, quand je lui fais remarquer que c'était peut-être pas incroyable de risquer de le transmettre, en particulier à des personnes immunodéprimées, m'avait répondu « J'espérais que les personnes fragiles prennent leurs précautions. » Mais c'est à toi de prendre des précautions, connasse. Oh, c'est toi qui es malade. Ah! Vous voulez une dose de pipou? Est-ce que, alors que ça fait pas là beaucoup, on a même pas encore entamé le premier échange, est-ce que vous voulez une dose de pipou? Est-ce que vous voulez du chaton mignon? En vrai. Est-ce que vous n'avez pas besoin un peu là déjà d'une petite dose de mignonitude? Parce qu'il faut déjà souffler, je pense, hein, c'est important. Non, parce que bon, on vient pour souffrir, mais bon, on vient aussi un petit peu pour du mime, ça, voilà, quand même. Mais la caméra... Pourquoi c'est ma caméra qui est pétée maintenant? Oh, attendez, elle est où la caméra? Parce que ça là, c'est pas normal. Hein. Qu'est-ce que tu me fais la caméra? Genre, à l'aide. En fait, c'est peut-être OBS qui est pété du cul. Je suis en train de réfléchir. Oh, vous croyez que c'est OBS qui serait pété du cul? On va tenter un truc. Non. On voit quand même les chats. Mais j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. J'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Non, mais vraiment... Je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué d'OBS. Je suis fatigué d'OBS. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. C'est la magie. C'est la magie. Bah écoutez, de toute façon, tout est pété. YOLO, tant pis. Hein. Tant pis. Allez. Vous aurez vu quand même les chats. Vous êtes heureux dans votre vie. Et c'est mieux.
Voilà. Et je n'ai aucune idée de pourquoi. Et la musique m'a abandonné aussi, accessoirement. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je sais pas pourquoi est-ce qu'OBS est parti en cacahuète. YOLO. 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 Bon, nous reprenons la lecture. Premier échange. Notre position d'ouverture. Nous exposons notre thèse centrale. Cette loi n'est pas une loi de liberté, c'est une loi de gestion de la pénurie. En rendant la mort accessible immédiatement, sans condition préalable d'accès aux soins, elle ne libère pas, elle abandonne. Pour les personnes malades ou handicapées qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, à l'aide humaine ou aux soins adaptés, l'aide à mourir ne sera pas un choix parmi d'autres, ce sera la seule et unique option rendue concrète et visible. Je vais dormir, je laisse le stream en fond. Eh ben, merci beaucoup pour le lurk et des bisous. Bon dodo à toi, repose-toi bien. Ça c'est typiquement ce que je vous répète en long, en large quand on en parle sur mes streams, sur Blue Sky, sur Discord, etc. Le truc en fait, c'est que je vais reprendre ma situation. À l'heure actuelle, je n'ai strictement aucun revenu en dehors des revenus du stream. Et les revenus du stream, c'est entre 100 et 200 euros en mensuel, à peu près. Et encore, ça commence à être 200 euros mensuels depuis 3 mois. Voilà. Concrètement, c'est depuis le mois de décembre que je me rapproche et que même parfois je dépasse un mois sur deux les 200 euros mensuels. Sinon, je n'ai aucun autre revenu. Aucun. J'ai fait des démarches depuis des années pour avoir notamment la hache qui m'est refusée. On me déclare comme étant handicapé. J'ai la reconnaissance de RQTH, donc reconnaissance qualité travailleur handicapé. Je suis, selon la MDPH, reconnu comme étant invalide entre 50 et 80%. Je vois beaucoup trop de médecins, beaucoup trop régulièrement pour traiter ma pathologie. J'ai des traitements journaliers, etc. Je n'ai pas le moyen d'avoir un emploi, puisque de toute manière, on ne veut pas m'embaucher parce que je suis handicapé, ce qui est rigolo. Et de toute manière, je ne me vois pas tenir un emploi. Je veux dire, à un moment donné, j'ai essayé, j'ai tryhard pendant des années. J'ai des tremblements et des tétanies. Et les années passant, ça ne s'arrange pas. Et de toute façon, ma maladie ne peut pas s'arranger, elle peut que s'empirer. Au mieux, ma maladie stagne. C'est tout. Et malheureusement, elle ne fait pas que stagner. Il y a quand même un constat sur les 10 ans qui viennent de passer que mon état s'est dégradé. Pas énormément par rapport à quand ma maladie s'est déclenchée, mais globalement, c'est pas à l'état où c'était quand ça s'est déclenché. J'étais beaucoup plus fonctionnel quand ça s'est déclenché. Donc le constat est là, à un moment donné, t'as pas de revenus, t'as pas de moyen d'avoir des revenus, t'as pas de ressources, et l'État te dit va te faire foutre. Qu'est-ce que tu fais en fait? Comment tu survis? Moi, la seule raison pour laquelle actuellement je peux survivre, c'est parce que je ne vis pas seul. En fait, c'est la seule et unique raison pour laquelle, à l'heure actuelle, j'arrive à payer mes factures, que j'arrive à me payer mes traitements, que j'arrive à payer à manger. C'est parce que c'est pas moi qui le paye, c'est parce que c'est ma coloc. En fait, il n'y a aucune autre raison. À l'heure actuelle, je n'aurais pas ma colocataire, je serais mort. Point. En fait, et c'est pas, je vous dis pas ça en mode, j'alourdis le trait. C'est un constat. Je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de moyens et l'État s'en bat les couilles. Et s'en bat les couilles de manière constante depuis des années, malgré mes recours et compagnie. Ils en ont rien à foutre. Et là, on en est arrivé à un tel point que sur l'AAH, à mon dossier de recours, ils ont carrément skippé le fait que je suis handicapé physique. Ils ont retiré le fait que j'étais handicapé physique. Pour eux, je ne suis pas handicapé physique. J'ai une maladie et c'est mon problème principal. Et pour eux, elle n'existe pas. Et ça, ce n'est pas nouveau. Parce que faut savoir que fut un temps, j'avais les remboursements de mes traitements. Ce qui n'est plus le cas, d'ailleurs, au passage. J'ai eu le traitement qui était remboursé à 100%, parce que du coup, c'est une maladie chronique, puisque c'est une maladie génétique incurable, MDR. Mais il faut, tous les 5 ans, rejustifier que vous êtes toujours malade. Ce qui est déjà comique quand vous avez une maladie génétique incurable. C'est marrant, quand même, de justifier que vous êtes toujours malade d'une maladie incurable, qui du coup ne se soigne pas, par définition. Mais il faut le justifier. Il faut redire, non, j'ai toujours la maladie qui ne se soigne pas. Elle n'a pas été soignée au cours des 5 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à prendre le traitement, que je vous demande du coup de payer, parce que je peux pas le payer, puisque j'ai pas de revenus. Vous voyez, ce genre de truc, c'est rigolo. Et ben, on m'a sucré d'ailleurs ça. Voilà, l'humour de l'État, hein, n'est-ce pas, hein. On m'a sucré ce remboursement à 100% parce que l'État a estimé, et ça vraiment, je pense que c'est le niveau de summum de l'humour.
si j'avais un vrai emploi, je n'aurais aucune difficulté à le payer. C'est ça la justification pour laquelle on m'a imposé de ne plus avoir le remboursement. Là, depuis plusieurs années maintenant, 3 je crois, je dois repayer l'entièreté de mes traitements parce que l'État estime que si j'avais un emploi classique, je pourrais me payer mes traitements. Sachant que je n'ai toujours pas d'emploi classique puisque je ne fais que streamer. C'est le seul métier que j'arrive vaguement à faire. Et toutes les personnes qui sont un minimum présentes sur mes lives, vous savez que c'est en dents de scie. Je suis là parfois pendant 7 heures. Je suis parfois là pas pendant 3 semaines. Puis vous me revoyez au bout de 3 semaines. Et je refais des lives un peu par-ci, par-là. Et puis vous me voyez plus. Puis je reviens, etc. Parce que je fais en fonction de mes possibilités. Notamment mes putains de possibilités physiques. C'est marrant, ça, c'est pas compatible avec un emploi classique, en fait. Donc bref. On est sur ce niveau-là, aussi, dans le validisme d'État. Je veux dire, vraiment, c'est à tous les niveaux. Il y a jamais rien qui rattrape. Jamais. Jamais. À aucun moment. Et donc, j'en arrive au point qui était là dit. Comment on peut croire que c'est une loi qui te ouvre des droits, des libertés, quand, à l'heure actuelle, tu n'as aucune alternative? T'as pas le choix si t'as qu'un seul choix, en fait. C'est un truc qu'il faut capter à un moment. Si vous êtes dans un couloir et que derrière vous, on vous pousse constamment à aller en avant, vous choisissez pas d'aller en avant en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous avez qu'un seul chemin et on vous y met de force. Donc en fait, c'est pas un choix, c'est pas une loi de liberté. C'est un guet-apens. Et c'est ça, en fait. La loi d'aide à mourir, c'est ça. C'est un putain de guet-apens. On y fout toutes les personnes en dit. On leur dit « Ah, mais vous avez le choix !» Bon, il n'y avait qu'une seule direction. Et puis on est derrière en train de vous pousser constamment dans cette direction de force. Mais vous avez le choix. Non, parce que si vous aviez plus de force, bah vous auriez pu déjà refuser d'être poussé. Hein, bon, on est 150 000 à vous pousser et vous êtes 3, mais franchement, faites un effort. Hein. Bref, je reprends. L'impasse thérapeutique comme justification et l'absence de données. Nous soulevons d'emblée la contradiction entre l'applicabilité immédiate de la loi et l'état actuel des soins palliatifs dans un système où 52% des besoins ne sont pas couverts. Autrement dit, il y a plus d'une personne sur 2 qui n'a pas les soins qu'elle devrait avoir à l'heure actuelle. Donc en fait, encore une fois, où est le choix? Où? Je veux dire, il y a plus d'une personne sur 2 qui n'a pas le choix. Donc en fait, partant de là, c'est quoi le choix? Hein? La réponse de Régol, son groupe parlementaire était favorable à une loi unique combinant soins palliatifs et aide à mourir, les deux devant aller de pair. Ce positionnement mérite d'être situé. La fusion des deux thématiques en une seule loi est une revendication ancienne portée par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, qui place ainsi un signe égal entre deux alternatives, le soin palliatif d'un côté et l'aide à mourir de l'autre. Ça d'ailleurs, c'est une association gestionnaire pour changer. Bref, anyway. C'est à rebours de la position des équipes de soins palliatifs, en contradiction avec l'histoire de leur construction. Les soins palliatifs sont nés en Grande-Bretagne, pays qui criminalise explicitement aujourd'hui l'euthanasie pratiquée par le personnel de santé, qui dispose pourtant de l'un des dispositifs palliatifs les plus développés au monde. Régol avance ensuite son argument central. Il existe des cas pour lesquels les soins palliatifs ne peuvent plus rien, et c'est pour ces personnes qu'elle a voté le texte. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, le cœur sur la main. On va tuer littéralement 75-80% des gens concernés, mais c'est pour les 20 là. Peut-être, je te jure. Peut-être. Et encore, je dis 20 et je pense que c'est même pas ça, hein, mais bref. C'est pas la chef de la DMD qui est full pro-vie et donc anti-avortement, c'est possible. C'est possible. J'avoue que ça, j'en sais rien. Mais c'est possible. Ça m'étonnerait même pas, quoi. Malheureusement, ça m'étonnerait même pas. Oui, le docu Better of Dead par Liskar est assez important et bien. Régol avance ensuite donc son argument central. Il existe des cas pour lesquels les soins palliatifs ne peuvent plus rien. Et c'est pour ces personnes qu'elle a voté le texte. Nous lui demandons alors quelles données fiables permettraient de quantifier combien de patientes et patients meurent chaque année en France après avoir eu accès à des soins palliatifs et pour qui ces soins ont atteint une impasse thérapeutique. Et donc là on en vient à un point central. Ok.
les gens ont eu des soins, admettons, on dit qu'ils ont eu des soins, ok. Parmi les gens qui ont eu des soins, combien du coup on arrive là? Et là déjà ça veut dire qu'on met de côté la moitié des personnes, parce que comme on l'a dit juste avant, 50 personnes, sur 100, 50 personnes n'y ont pas accès. C'est-à-dire que déjà, tu prends une personne en 10 sur 2, tu la mets de côté. Enfin, une personne, c'est même pas une personne en 10, parce que là on parle de soins palliatifs. Donc c'est encore plus spécifique dans la population en 10. Mais bref, je veux dire, vraiment déjà, c'est vraiment très très fort coupé en deux les trucs. Mais même ça, elle n'en a pas. Nous non plus, et personne à notre connaissance ne les a publiés. Parce que tout le monde s'en fout dans tous les cas. La question ne se pose pas parce qu'en fait, les chiffres qu'on a, c'est que quand tu donnes des soins palliatifs, 9 personnes sur 10 qui ont les putains de soins palliatifs ne veulent pas, en fait, du coup, mourir. Parce qu'ils ont le soin, ils ont le minimum qui est nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. C'est extrêmement minoritaire les personnes qui, même dans ce cas-là, du coup, veulent effectivement mourir. Et là, moi, je vais vous placer un autre truc que j'ai déjà dit 150 000 fois sur ma chaîne, mais à un moment donné, rendez-vous compte que quand on est dans ce cas-là, nous, les personnes en dit, les personnes qui n'en pouvons plus, si on veut mourir, on va mourir. Si on veut mourir, on ne va pas demander à la loi de nous autoriser à mourir. On trouve toujours un moyen de le faire, parce qu'il y en a toujours des moyens de mourir. Ok ? Et vraiment vouloir ratifier la loi pour dire « Non, mais c'est pour eux », c'est plus qu'une hypocrisie totale, en fait. C'est vraiment plus qu'une hypocrisie totale, parce que factuellement, si on veut mourir, on trouve le moyen de mourir. Se tuer, c'est simple. C'est vraiment beaucoup plus simple que vous le croyez. D'un point de vue mécanique, hein, s'entend, parce que par contre, avoir le courage de se suicider, c'est quelque chose. Et ça, c'est encore notre débat. Et c'est pas le point. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vraiment, c'est une hypocrisie totale, à tous les niveaux, que de dire que on fait ça pour permettre aux gens de mourir. En fait. Elle a jamais été pour les personnes handicapées. Jamais. Et elle le sera jamais. Parce que factuellement, elle n'est pas faite pour ça. Enfin, tout le montre. Voilà, la loi, elle est 100% pour les proches. Elle n'est pas pour les personnes concernées. Jamais. Effectivement, les liens peuvent pas être postés, sauf si c'est moi qui les poste ou les personnes modo. Après, ceci dit, Freya, tu peux tout à fait me l'envoyer en MP si tu veux. Et je te le mettrai, dans le chat. Ça c'est tout à fait possible si tu l'as sous la main. Oui, voilà, c'est ça. La loi permet aux gens de tuer leurs proches handi. Et encore une fois, c'est malheureusement que trop commun. Parce que ça, c'est des choses qu'on a toujours vécues. Enfin, à un moment donné, il y en a plein des gens dans ma famille, et j'ai plus trop de contact avec elles, qui m'ont sorti à un moment donné, notamment au début de, malheureusement, ma maladie, quand elle s'est révélée, et que du coup, on a commencé à constater des constats, justement, désagréables. J'en ai eu plein des phrases du type ah, mais si j'étais à ta place, je pourrais pas vivre comme ça. Je pense que je me tuerais. Ah bah ok, cool. Bah du coup moi je le vis en fait, puisque du coup c'est moi qui ai la maladie. C'est moi qui ai toutes ces conséquences. J'ai pas trop envie de mourir. Mais c'est cool que tu me dises ça, toi, en tant que valide, que tu me montres par A plus B à quel point, en fait, je vaux moins pour toi parce que je suis handi. Vraiment, un plaisir. Merci. Et ça, moi, je vous parle là de personnes que je connais, des personnes qui, malheureusement, sont dans ma vie. Mais ça, c'est des choses aussi qu'on voit de manière constante dans la vie de tous les jours. C'est des phrases qu'on entend par les valides. Le fameux « Ah, mais si j'étais à ta place, moi, je préférerais mourir. Hein. Moi, je me tuerais. Hein. » Cool. Cool. Et donc, la loi, elle est littéralement faite dans cette idée-là. Hein. La loi, elle est faite par des gens valides qui se disent « Mais si j'étais handicapé, je vaudrais tellement moins que je devrais mourir. » Parce que c'est ça la vision qu'ils en ont. On vaut moins. Tout le montre. On vaut moins. On leur parle. On leur dit ce qui se passe. On leur montre ce qui se passe. Notre parole ne vaut rien. Elle n'existe pas. Elle n'a pas existé. On n'est pas valide. On vaut moins. Pourquoi nous écouter? En fait. C'est pas pour rien que c'est pas des handis qui défendent la loi, mais des proches de personnes handis. Et quand on leur dit ça frontalement, on te répond ah non, mais c'est pour dire que t'as du courage de vivre comme ça. Ça, je pense que c'est la phrase qui m'a toujours le plus fait câbler. Oh, t'as bien du courage.
J'ai pas du courage, j'ai pas le choix. Et je pense que c'est le premier truc sur lequel j'ai commencé à trigger il y a 10-15 ans, enfin 10 ans maintenant, quand ma maladie s'est déclenchée. Littéralement, de manière systématique, à chaque fois qu'on m'a dit « t'as bien du courage » ou équivalent, ma première réponse a toujours été « j'ai pas du courage ». J'ai pas du courage, en fait, j'ai pas le choix. Et je pense qu'un certain nombre de personnes qui, ici, sont sur mes réseaux et sont proches de moi, hein, je pense à, par exemple, Nils, Freya, etc., vous avez déjà dû m'entendre sortir ce genre de phrase. Je pense. Parce que vous avez forcément vu, entendu, lu quelqu'un me dire « ah, t'as du courage ». Et je pense que vous m'avez déjà vu au moins une fois au cours des années sortir un truc comme ça. Mais en fait, j'ai pas du courage, j'ai pas le choix. Parce que juste, c'est factuel. C'est pas une question de courage. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Comme toutes les personnes handicapées, on n'a pas le choix. On ne choisit pas d'être handicapé. C'est pas un putain de choix. On n'est pas là en train de se dire allez, aujourd'hui je suis malade. Trop bien. Franchement, bon plan. Je décide qu'aujourd'hui je suis malade. Comme ça, je me repose. Lol. On se repose pas quand on est malade. Parce que ça aussi, hein, c'est un truc que j'entends en long, en large. Oh, mais vous passez votre temps à vous reposer. Non. Non, non. Non, non, non. Non, je me repose... Enfin, déjà, je me repose pas alors que je le devrais. Mais même quand j'essaie de me reposer, je me repose pas. En fait, j'ai trop mal. Je vais pas bien. Je suis épuisé parce que je suis constamment en train de me faire casser la gueule par ne serait-ce que mon propre corps, sans rajouter tout le reste de la société. Et en fait, je me repose pas. Et c'est pas pour le plaisir. Je suis en mode off parce que je n'ai même pas, en général, quand je suis en mode off, et là-dessus, je pense que par exemple, Nils va très très fort dire oui, je me repose même pas parce que quand je suis en mode off, c'est que j'ai même plus les ressources pour me reposer. Je n'ai même pas le minimum syndical pour faire l'effort, pour faire le travail conscient de je vais essayer de pas trop forcer aujourd'hui, d'être dans le repos. Non, je suis en mode off parce que j'ai plus aucun moyen de juste me lever de mon lit. Que j'arrive même pas vaguement à me traîner jusqu'à ma putain de salle de bain. En fait. C'est pas du repos, ça. Et c'est ça ce qu'on vit, en fait, constamment. J'avoue que Sandrine Rousseau, pour la nommer, elle est bien sympa avec son émotion et son cas personnel, mais elle parle pas d'elle, elle parle de comment elle a vécu la situation d'un et d'une proche. Et oui, mais parce que c'est toujours ça. Systématiquement, c'est ça. C'est toujours des proches qui parlent pour un handi. Et en fait, l'handi, on l'écoute pas, il parle pas, il a pas le droit. Parce qu'il vaut moins, encore une fois. C'est un peu les mêmes mécanismes que vous avez dans l'adultisme. L'adultisme, c'est ça aussi, c'est quand les gamins, juste vous les écoutez pas. Vous avez un gamin, il est là, il vous parle, il vous dit des trucs et vous ne l'écoutez pas, vous parlez à sa place, vous dites non, mais il veut dire ça. Mais non, en fait, t'en sais rien parce que tu l'écoutes pas. Les personnes handies, c'est pareil. On les écoute pas, les personnes handies. Elles n'existent pas, elles sont là, elles peuvent s'époumoner tout ce qu'elles veulent, vous ne les écoutez pas. On ne les écoute jamais. Parce qu'elles valent moins, elles n'ont pas à parler. Il faut laisser parler la personne rationnelle, la personne valide, celle qui sait, celle qui maîtrise, celle qui est forte, celle qui est pas faible, celle qui sait tenir le coup. Parce que finalement, c'est ça l'idée aussi qu'il y a toujours derrière. Encore une fois, on retombe là-dessus. On retombe toujours sur l'idée que si t'es handi, c'est que c'est une question de choix. C'est parce que t'as pas la volonté, parce que t'es pas fort. Oui, dans l'ensemble, les personnes minorisées subissent toujours du paternalisme, on est d'accord. Mais là, je pense que c'est un parallèle qui est toujours, comment dire, assez évident. La manière dont on traite les gamins, c'est vraiment la manière dont on traite de manière récurrente les handis, je trouve. Beaucoup plus que d'autres parallèles. Je trouve que vraiment, c'est des mécanismes qui sont vraiment très très semblables là-dessus. Même si, effectivement, on retrouve toujours dans toutes les personnes minorisées du paternalisme, effectivement. Mais je trouve qu'il y a vraiment une certaine emphase sur cet aspect-là par rapport aux personnes qui sont handies et les enfants, en fait. Je trouve que c'est vraiment le truc où vraiment c'est pareil, quoi. Enfin, envie de canner, quoi. Ouais, voilà, l'infantilisation des handis, quoi. C'est habituel, c'est usant. Donc, je reprends. Nous soulignons qu'il est étonnant de fonder une décision de politique publique sur des cas singuliers rapportés aux parlementaires dans leur circonscription. Et même ça, hein, un cas singulier, en partant du principe que ce sont des cas singuliers, parce qu'il y en a plein qui sont même pas dans le cas singulier, puisque c'est moi, si je fais cet effort de me présenter cette image, je pense qu'il faut faire ça.
C'est-à-dire qu'il se base même pas sur un témoignage de Jean Billy, etc. En fait. Genre, c'est juste, moi, avec mon gros cerveau, je m'imagine que... Et ça s'arrête là, ça ne va même pas plus loin. Nous précisons surtout que le texte dans sa rédaction actuelle ne s'adresse pas spécifiquement à cette catégorie. Pour qu'il le fasse, les critères cumulatifs auraient dû prévoir, à minima, que les patients et patientes éligibles soient orientés par une équipe de soins palliatifs, actant explicitement l'échec de la prise en charge. Ce n'est pas le cas. Nous rappelons la conclusion de la Commission des affaires sociales de 2023. La majorité des personnes souhaitant mourir renoncent à cette demande lorsqu'elles accèdent aux soins palliatifs. Or, 180 000 personnes meurent chaque année sans y avoir eu accès, et elles peuvent être éligibles à la loi qu'elles y aient ou accès ou non. Spoiler, si vous vous mettez dans une position de surplomb par rapport à une personne minorisée, c'est pas de la compassion, c'est de la domination. Qui aurait pu prédire, n'est-ce pas? Oui, paternalisme et infantilisation, en général, ça va de pair, on est d'accord. Mais encore une fois, c'est juste dans le sens où je trouve que dans le cas des personnes handies et dans le cas de l'adultisme, c'est vraiment très proche le mécanisme. Genre vraiment, je trouve que c'est limite du copier-coller. Alors que si on part sur d'autres oppressions, c'est, je trouve, pas forcément le cas, pas à ce point-là. Je veux dire, si on part par exemple sur le sexisme, bien sûr qu'il y a plein de cas où on va être avec des mecs qui vont être paternalistes par rapport aux meufs, clairement, qui vont les infantiliser, clairement, mais tu vas avoir aussi tout un aspect sur la femme manipulatrice, etc. Enfin, sur d'autres aspects. En fait, je trouve que en général, sur d'autres oppressions, ça va plus facilement taper à d'autres endroits, même si ça va utiliser aussi le paternalisme, l'infantilisation. Dans le cas du handicap et dans le cas du coup de l'adultisme, je trouve que c'est vraiment ça le truc qui ressort en particulier. C'est genre 80% du temps où tu te prends une attaque là-dessus, sur cet aspect-là, je trouve. Après, encore une fois, c'est peut-être aussi que à cause de mon vécu, et peut-être que mon vécu du coup m'impacte et me fait voir un certain aspect, alors que pour d'autres personnes handies, ils voient pas exactement les mêmes choses parce qu'ils sont pas dans le même contexte, etc. C'est tout à fait possible. Encore une fois, moi j'ai pas l'omniscience. Je vous donne mon retour aussi qui est complètement indexé à ce que j'ai vécu. Et encore une fois, je suis tout à fait d'accord que oui, dans toutes les oppressions, on le voit. Je dis pas que t'attends. Oui, non, je sais, complètement. J'explicite juste pourquoi est-ce que je dis ça et comment je le dis, c'est tout. Mais il n'y a pas de reproche ou quoi que ce soit et je le prends pas comme un reproche non plus. Oui, bien sûr qu'il y a des discours sur les assistés et la fraude sociale. Comme d'hab, il y a toujours ça aussi, bien sûr. Mais encore une fois, je trouve que c'est une question de ratio. Sur quel point tu te prends le plus, en fait. De quelle manière tu prends le plus. C'est ça, en fait, que j'essaie d'expliciter. Nous précisons surtout que le texte... Non, attendez, ça j'ai lu, pardon, excusez-moi. Plutôt que de répondre à cette contradiction... Bah oui, pourquoi répondre? Voyons. Régol botte en touche vers les critères. Il serait strict. Il serait strict. Alors, juste comme ça, là on est déjà en train de voir les fameux critères stricts pour les rendre moins stricts, du type maintenant, le critère d'éligibilité, l'idée vers quoi ils tendent, c'est si ça touche ta dignité. Waouh, c'est strict, la dignité. Qu'est-ce que c'est strict? Vous savez, vous, à quel point c'est strict la dignité? Parce que moi, personnellement, la dignité, c'est un peu flou. Je vous avoue que c'est un peu flou. C'est même tellement flou que je vois pas le côté strict là-dedans. Genre, what? C'est marrant, C'est marrant. Mais bref. Bref. Nous précisons que la question des critères est secondaire pour nous. Et en plus, oui, je suis assez d'accord là-dessus aussi, c'est assez secondaire. Même des critères extrêmement stricts ne justifient pas qu'une personne soit contrainte de choisir l'aide à mourir faute d'avoir eu accès à des soins. Et ça, vraiment, c'est le truc qu'il faut entendre de base, c'est que même dans votre situation la plus parfaite, de votre loi la plus parfaite, elle ne peut pas gérer le fait qu'à l'heure actuelle, plus d'une personne sur deux n'a pas accès aux soins palliatifs. Point. Donc en fait, tu peux mettre tous les critères stricts du monde que tu veux, il y a un problème de base. Moi que si, quand j'entends les bourgeois parler de dignité, je vois flou. Ouais. Ouais, je comprends, Disto. En vrai, je comprends. Mais après, c'est aussi les moments où tu vas avoir des éléments qui vont se chevaucher. Parce que là, du coup, ça va être la grossophobie qui va jouer en plus aussi. Je veux dire, c'est comme toujours, l'intersectionnalité,
bah ça fait des combos quoi. Hein. Donc moi je suis quelqu'un qui est extrêmement fin. C'est vrai que du coup il n'y a pas d'aspect de grossophobie dans ce que j'ai pu subir du tout. Par contre je constate que les années passant je suis de manière de plus en plus ouvertement trans. Enfin je veux dire ça se voit très très fort. D'ailleurs là-dessus typiquement hein, là on a voté dimanche. Bah dimanche j'ai eu le droit de la transphobie. Parce que du coup moi j'ai le masque. FFP2 bien sûr. Le premier contact que j'ai avec quelqu'un du vote, c'est bonjour madame. Moi ça me va très bien. Puis ça voit ma carte, ça voit donc mon nom et mon prénom. Ça me regarde bizarre, ça regarde son collègue et ça me demande d'enlever le masque pour vérifier si j'ai de la barbe. Premier degré, c'est ce qui a été dit hein. Et donc je leur ai dit, vous voyez bien que c'est moi en fait, à un moment donné j'ai tous les papiers, c'est mon portefeuille, je viens voter, me saoulez pas en fait. Et la réponse a été, non mais enlevez juste un instant votre masque, juste qu'on voit s'il y a de la barbe, je juge pas, hein, mais... Voilà, c'était ça la phrase. Du coup j'ai enlevé mon masque, il a vu ma barbe, et c'est bon, j'ai pu voter. Mais voilà. Si t'étais un mec cis qui se rase la barbe, oui mais ça se voit que je suis pas une personne cis. Je veux dire à un moment mes traits sont quand même marqués, assez androgynes. J'ai une side cut, j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux vert fluo, etc. Enfin mon style vestimentaire, tout montre. Donc à un moment donné, voilà. C'est... Bref. 150 nuances de bref. Donc oui, clairement, l'intersectionnalité, ça joue toujours. On va pas te traiter de la même manière en fonction des éléments qui constituent ta personne et du coup des oppressions que tu peux subir. Et effectivement, ça indexe totalement ce que tu vas subir. Comme le dit Freya, il y a un spectre en fait. Il y a un spectre et tu vas avoir tous les discours autour en fait. Et en fonction des critères qui vont être spécifiques, tu vas être sur un point ou un autre de ce spectre. Et tu vas être touché d'une manière ou d'une autre. Et selon le contexte aussi, ça peut jouer. Parce que ce que je subis ici dans une ville qui est très ouvertement facho des enfers, je pense que c'est pas forcément la même chose que tu vis si t'es dans une ville qui est beaucoup plus progressiste, de gauche, etc. Enfin, vous voyez, y a ça aussi. Là, un autre truc, l'assesseur, c'était un mec de 70 balais, mec cis blanc, clairement de droite, etc. Enfin, voilà, je pense que si j'avais eu par exemple une assesseuse qui était genre 20-25 ans, moins marquée de droite, peut-être que ça aurait pas été la même aussi, vous voyez. Donc il y a plein de trucs qui jouent. Alors que t'aurais été dead, t'aurais pu voter pour Tiberi sans problème à l'époque. Yeah, belle ref. Belle ref, Lamdanar. Je reprends. Les critères d'accès sont stricts. Ce qu'elle a dit. Erigol soutient que des juristes interprètent les critères d'accès, notamment la notion de phase avancée, comme orientant la loi vers les seules fins de vie proches. MDR. Elle renvoie au débat parlementaire comme source de cette interprétation restrictive et considère que c'est une question d'interprétation. Il faudra trancher en s'y référant. Et là, c'est marrant. Interprétation, c'est le mot important. C'est une question d'interprétation. La meuf elle-même est capable de dire c'est une question d'interprétation. Bah d'accord. Bah du coup, si c'est une question d'interprétation, on fait quoi quand la personne en face, elle interprète mal? Du coup. Parce que si elle a le pouvoir, point. Qu'elle interprète bien ou qu'elle interprète mal, ça change pas. Elle a le pouvoir. Donc du coup, il est où le côté strict, si c'est une question d'interprétation? Au passage. Hein? Bref. Fun fact, mon assesseur, c'était le token gay de droite de LR du coin. Ah, il en faut bien de temps en temps. Hein. Le problème, c'est elle-même qui invalide cet argument. Bah oui. En disant que les critères sont une question d'interprétation et qu'il faut se référer au débat. Rigol reconnaît implicitement que le texte seul ne tranche pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Marrant. Ce qui contredit l'affirmation que les juristes ont raison de les lire comme strictes. Si la lecture stricte était évidente, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher dans les débats. D'autres juristes défendent l'interprétation large et d'autres médecins aussi. Rien n'oblige un médecin à adopter la lecture restrictive. Il peut appliquer le texte tel quel y est rédigé. Phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade et qui affecte sa qualité de vie. C'est marrant, je suis dedans. Si vous prenez cette définition, moi je suis dedans.
Mais après, je le sais que je suis dedans, hein, qu'on soit d'accord. Au cours des dernières années, on m'a déjà dit de penser à cette sortie. J'ai déjà une médecin qui m'a dit vous devriez penser à aller en Belgique pour ça. Et elle me l'avait pas dit dans ces mots-là, elle me l'avait dit de manière plus trash, on va dire. Bref. Cette définition correspond potentiellement à de nombreuses maladies incurables engageant le pronostic vital sans limite temporelle. Régol elle-même trouve les critères trop restrictifs. C'est marrant, c'est strict, mais en fait non. C'est de l'interprétation. Mais même en étant de l'interprétation, en vrai, il faudrait encore élargir. Ah, ok. Très bien. Elle a évoqué une probable saisine du Conseil constitutionnel et la possibilité que les critères évoluent. L'argument de la stricte limitation n'est donc pas une garantie. C'est une interprétation parmi d'autres, défendue pour rassurer, sans force normative et explicitement insuffisante aux yeux de la députée qui défend le texte. Au passage, ça aussi c'est un autre aspect sur lequel les personnes antivalidistes hurlent depuis un bon moment. Même dans le cas où tu fais une première loi qui est parfaitement parfaite à tous les niveaux, etc. Ce qui est déjà pas possible. Hein. Mais, admettons, disons-nous que, allez, vous êtes dans un monde magnifique et parfait, avec des petits papillons roses, tout va bien, et on arrive à faire une loi parfaite. Qu'est-ce qui empêche la loi d'évoluer ? Je veux dire, c'est littéralement le travail de l'Assemblée, c'est littéralement le travail légaliste par définition, que de modifier les lois, les adapter, les réformer, etc. Du coup, qu'est-ce qui empêche une loi, même si elle était absolument parfaite à tous les niveaux, d'avoir des petits problèmes parce qu'on la modifie, qu'on la change? Et ça, c'est un point, mais moi je vais revenir sur un autre truc. Comme dit Freya, le légalisme ne va pas nous sauver. Je reprends un autre truc, hein, mais le légalisme à une époque, c'était que c'était ok et tout à fait légal d'avoir des esclaves. Du coup, c'est ok. Bah non, en fait, c'est pas ok. C'était pas ok à l'époque, quand même c'était légal, mais c'était pas ok. Hein ? Donc en fait, pourquoi vraiment rester sur l'argument de « ouais mais c'est la loi », c'est ok. Ça peut pas être ok. La loi, elle est pas pure, neutre, en dehors de tout élément d'oppression, etc. C'est faux, en fait. Enfin, je veux dire, elle est faite par des gens qui vivent dans nos sociétés et elle reflète ce que les gens font, ce que les gens croient. Quand vous avez une classe dirigeante bourgeoise validiste as fuck, bah ils font une loi qui, de fait, est validiste as fuck. Elle peut pas être autre chose. Ouais, mais c'était une autre époque, on peut pas parler. Si, on peut parler. Je peux salement juger tous les ancêtres qui ont fait de la merde. Ok, ils sont dans une autre époque, très bien, et alors ? On n'y est plus. Voilà. Je continue. Donc en plus elle-même elle dit j'ai envie de l'ouvrir, les cadres ils sont trop stricts, alors que déjà les cadres ne sont pas stricts, et qu'elle-même le dit qu'en fait factuellement ils sont pas assez stricts puisque c'est une question d'interprétation. Mais bref, anyway, nous évoquons le Canada dont l'élargissement progressif des critères illustre précisément cette dynamique. Régol balaye la comparaison. Les deux pays seraient radicalement différents. Le Canada est beaucoup plus libéral. Ah bon ? Ok. Nous n'avons pas eu le temps d'évoquer la Belgique, pays voisin, système de sécurité sociale comparable au nôtre, dont les critères ont été amendés au fil des années jusqu'à permettre aujourd'hui aux enfants de solliciter une aide à mourir. Ah, le légalisme, TKT. Et vous voyez, en fait, c'est ça systématiquement. Vraiment de manière constante, c'est toujours pareil. On vient, on apporte des faits, et on les balaye, on s'en bat les couilles. Regardez, ok, admettons, on dit que vous essayez vraiment, vous avez plein de bonnes intentions. Mais c'est marrant, vous n'êtes pas le premier pays qui fait ça. Regardez, le Canada fait ça. Non, mais le Canada, c'est trop différent. Ah. Et du coup, la Belgique, non, on n'a pas le temps. Ah. Et puis, les critères sont stricts. Mais vous-même, vous dites que c'est une question d'interprétation. Non, mais ta gueule. Ah. Puis en plus, en vrai, ils sont stricts, mais ils sont trop stricts, hein. Et vous venez de dire que c'est une interprétation, donc en fait, ils sont déjà pas du tout stricts. Chut. Ok. Très bien. Bon, bah, soit, hein. Allez. Face à nos mises en garde répétées sur les risques de dérive, Régol finit par lâcher. Et alors ça c'est la phrase qui m'a énervé. Voilà. Ça, de tout l'article, c'est la phrase qui m'a fait péter un câble. Si j'ai raison,
ce sera un grand progrès. Si vous avez raison, c'est très dangereux. C'est vraiment incroyable parce que t'es là, t'apportes des faits, t'apportes des preuves, t'apportes des comparaisons parce qu'il y a des choses qui se passent dans le putain de monde. Non, mais si vous avez raison, c'est vraiment très grave. Mais moi, avec mon gros cerveau, j'ai l'idée. J'ai l'idée et l'idée est belle. L'idée est magnifique, parce que c'est mon idée déjà. Et donc, puisque c'est mon idée et qu'elle est belle et qu'elle est magnifique, moi je vais y croire. Et si j'ai raison, bah en fait c'est magnifique. Parce que c'est mon idée, elle est belle, elle est magnifique. Quoi, vos faits? Non, mais mon idée est plus belle. Parce que c'est une idée, elle est belle. Ah. Bon. Ok. Bon, bah, si t'y crois, allez, hein. Non, mais vraiment, si t'y crois, allons-y. Après tout. Après tout. Ouais, c'est un peu ça. Cette anecdote ne me plaît pas, donc elle est fausse. Ok. Très bien. Ça change pas, mais... Enfin, d'accord. Il y a toujours une personne sur deux qui n'a pas accès aux soins palliatifs. Il y a toujours un système de soins qui est même pas défaillant, qui est inexistant. Mais ok. Allez. Allez. Si tu le dis, après tout. Pourquoi pas? Hein? De toute façon, qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on te dise quoi que ce soit, tu t'en bats les couilles. Toi et tous les autres députés. Donc, YOLO. Bref. Et c'est pour ça qu'on est sur une idéologie valide et eugéniste et que la rationalité, bah, c'est pas une alliée non plus. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tu peux dire tous les faits que tu veux, ça sert à rien. Ça sert à rien. Face à nos mises en garde répétées, donc elle nous dit ça, cette phrase mérite d'être retenue. Elle reconnaît explicitement que notre scénario est possible. Elle fait le choix de parier contre lui. Et ce qui est marrant, c'est que là, le collectif est quand même vachement sympa parce qu'ils disent notre scénario est possible. Alors que le scénario n'est pas possible. Le scénario est factuellement ce qui se passe. Je veux dire, on a la preuve par tous les putains de pays qui ont actuellement mis en place ce système. On a la preuve de manière constante. Je veux dire, c'est même pas le scénario est possible. C'est jusqu'à présent, toutes les occurrences ont montré que ce scénario est le seul qui existe. Mais écoute, moi je te dis là, ça va passer. TKT. J'y crois. Donc vraiment, même là, je trouve qu'ils sont sympas. Hein. Ils sont dans la retenue. Hein. Parce que moi, vraiment, je t'aurais insulté tes grands morts. Hein. Par contre, j'ai vu le marqueur de VOD tomber. Et... on est que là. Là, vous voyez, là où il y a ma souris, on est que là de l'article. Donc on va faire une coupure de VOD. On va faire une petite coupure de VOD, ok? Ok. Petite fougère de YouTube. Bah voilà une première partie de lecture, reprise de lecture après 2 ans. Ciao.